D'abord, je tenais à vous féliciter pour l'organisation de ces magnifiques géopolitiques de Brest et vous remercier de m'y avoir convié. Alors hier, j'ai écouté en début d'après-midi le souci qui était le vôtre, à savoir décentraliser les études de relations internationales, de géopolitique, de sécurité, de défense. Je partage cette préoccupation et tout ceci pour vous dire que nous avons à Lyon 3, à la faculté de droit, un département de sciences politiques dont les enseignements et les recherches tournent essentiellement autour des relations internationales, de la géopolitique, de la sécurité et de la défense. Voilà, c'est quelques mots publicitaires. Alors, vous m'avez demandé de traiter de Carl Schmitt, théoricien de l'hostilité. Et en effet, je dirais qu'un colloque consacré à la figure de l'ennemi ne pouvait pas ne pas être en partie consacré à Carl Schmitt, qui, comme vous le savez peut-être, a été le théoricien de l'hostilité, lui qui voyait dans la relation ami-ennemi le critère même du politique. Alors, je prends toute précaution. Si le public est identique à celui d'hier après-midi, c'est un personnage, Carl Schmitt, que vous allez aimer haïr. Car c'est un personnage tout à fait sulfureux. Je n'en suis que l'interprète. Votre haine, portez-la sur Schmitt et pas sur ma modeste personne. Par voie de conséquence, et c'est ce que je démontrerai par là même, Schmitt, si le public est identique à celui d'hier après-midi, Schmitt sera votre ennemi, en toute objectivité. Manière de vous rappeler que l'ennemi n'est pas qu'une représentation de l'esprit, n'est pas qu'une construction rhétorique ou stratégique. Effectivement, entre vous et ce nationaliste antilibéral et antimarxiste qui a été Schmitt, il y aurait sans doute, et les Schmittiens, il y aurait sans doute un antagonisme réel, objectif, et pas simplement une construction. Alors, votre invitation m'a fait très plaisir parce qu'elle m'a permis de retourner à mes travaux de jeunesse, à mes travaux doctoraux, car effectivement, mon sujet de thèse, il y a bien longtemps, mon sujet de thèse portait sur la pensée de Carl Schmitt. C'est un sujet de thèse que j'ai entamé il y a 25 ans et que j'ai soutenu il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, en 1996. Alors je me suis penché à nouveau avec plaisir, je dirais, sur Schmitt. Par la suite, mes travaux ont évolué, je me suis plutôt concentré sur le droit de la guerre, puisque je suis juriste. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Carl Schmitt, si vous l'avez lu, si vous avez lu des citations de Carl Schmitt, des commentaires sur Carl Schmitt, ou tout ce qui peut tourner autour de Carl Schmitt de près et de loin. Dans le doute, je me permettrai de présenter le personnage dans les grandes lignes. Ensuite, de manière un peu plus détaillée, je me concentrerai sur Schmitt, théoricien de l'hostilité. Et dans un troisième temps, j'exposerai quelques éléments saillants de cette théorie de l'hostilité, ce qu'elle induit et implique, ce qu'elle signifie. Voilà, en essayant donc d'être concis. Alors, Carl Schmitt, je vous rappelle qu'il est né en 1888 dans le Sauerland, à Plettenberg, une région de Westphalie. Et à l'époque, cette région faisait partie du royaume de Prusse qui lui-même était l'État fédéré dirigeant du Reich allemand, du Reich bismarckien, devenu wilhelminien, ce deuxième Reich qui était une fédération d'États monarchico-parlementaires en vérité. Carl Schmitt, il a de la famille en Lorraine. Carl Schmitt, en un mot, c'est un catholique prussien. C'est un prussien catholique. C'est une figure duale, Carl Schmitt. Parce qu'être catholique dans la Prusse protestante, en tout cas à l'est du Rhin, c'est se trouver dans la position d'une minorité, plus ou moins discriminée. Je rappelle que les catholiques et les juifs ont accédé à la complète égalité des droits en Prusse protestante qu'après 1918, après la révolution allemande, après la proclamation de la République, dans tous les États allemands, et dans l'Allemagne tout entière.
Et Carl Schmitt, donc, qui est né en 1888 dans le Sauerland, il est décédé en 1985 dans son village natal à Plettenberg. Donc vous voyez, il a vécu 97 ans et vous l'aurez constaté, il a traversé tout le XXe siècle et en particulier la guerre de 30 ans, du XXe siècle, 1914-1945, puis la guerre froide. Il est né sous Bismarck et il est mort sous Kohl, à 4 ou 5 ans près de la réunification. Donc c'est dire un itinéraire très long, une très grande longévité, et en même temps un itinéraire très dense, des successions de guerres. Première guerre mondiale, Seconde guerre mondiale, guerre froide, l'entre-deux-guerres qui était extrêmement tendu, hein, et avec ce front qui traversait les États, le front de la révolution et de la contre-révolution. Communisme, fascisme. Donc effectivement, dans cette époque marquée par la relation ami-ennemi, ô combien, relation objective, il y avait bien objectivement un antagonisme entre révolution et contre-révolution, entre communisme et fascisme. Eh bien dans cette époque-là, Schmitt, effectivement, il a développé une théorie de l'hostilité. Alors, Schmitt, je vous rappelle, je termine cette présentation, donc il a été étudiant à Strasbourg, à l'époque allemande, étudiant en droit. Puis, il a été ensuite il a fait son service militaire, il a été mobilisé comme tout le monde, mais une lésion aux vertèbres l'a rendu inapte au service actif. Et par conséquent, il a été versé à Munich, en charge de la gestion de l'état de siège, l'état d'exception, proclamé donc en Bavière, comme dans toute l'Allemagne, comme dans tous les pays belligérants, pour faire face donc à la guerre. Et Schmitt, quelle était sa fonction? Il était là pour surveiller la propagande de l'extrême gauche et la propagande des Alliés. Autrement dit, Schmitt, ce soldat de l'arrière, à Munich, il n'a jamais connu l'expérience du front, eh bien Schmitt était en lutte contre l'ennemi intérieur, en quelque sorte. Le défaitisme révolutionnaire de l'extrême gauche. Voilà l'ennemi qu'il perçoit dans les années 1915-1918. Bien. Ensuite, Schmitt donc, il se destinait à la magistrature. Finalement, il devient professeur. Thèse, doctorat, thèse d'habilitation. Il est professeur à Bonn, à Greifswald, à Munich, et en 1933, c'est le sommet de sa carrière, il est nommé professeur à Berlin. 1936, c'est le tournant de sa carrière, il était au sommet, problème avec la SS. Schmitt est plus ou moins démis de ses fonctions, de certaines de ses fonctions, pas toutes. Il conserve quand même sa carte du Parti national-socialiste, carte qu'il a acquise en mai 1933. En 1945, il est arrêté, interné, interrogé par les Américains, dont Robert Kempner, qui était un Allemand de confession juive, qui avait fui l'Allemagne en 1933 et qui avait beaucoup de reproches à adresser à Schmitt. Et Kempner voulait que Schmitt, interrogé comme témoin, fasse partie de ceux qui seraient jugés à Nuremberg. Mais Schmitt a bénéficié d'un non-lieu. Il n'y avait pas assez de charges contre lui pour le juger. Et après donc 4 ou 5 années d'interdiction d'enseigner et de publier, mise à la retraite d'office, Schmitt s'est retiré dans son village de Plettenberg, où il a fini sa vie, les 40 années qui lui restaient à faire en quelque sorte, 1949 jusqu'à 1985. Donc voilà quelques éléments. Alors quelques ouvrages clés de Carl Schmitt. Il y a 2 ou 3 sommets dans une œuvre. Je rappelle que Schmitt a commencé à publier en 1910. Sa thèse, sa première thèse en quelque sorte, portait sur la faute et la culpabilité. Schmitt se destinait à être pénaliste, spécialiste de droit pénal. Et son dernier texte date de 1978, un texte sur la révolution mondiale légale, et qui traite donc de l'eurocommunisme. Donc vous voyez, 68 ans d'écriture, ça fait pas mal, beaucoup d'articles, quelques ouvrages. Alors ce qui m'a sauvé, moi, quand j'ai fait ma thèse, c'est que Schmitt ne fait pas partie des juristes allemands qui publient de gros pensums, de gros traités. Il publie de petits livres. Mais certains, quand même, sont substantiels. Il y en a 2 ou 3 que je veux citer. Il y a la théorie de la Constitution, qui est une somme en droit constitutionnel. Il y a le Nomos de la Terre, qui est une somme en droit international. Et puis, il y a les différentes versions du Begriff des Politischen, traduit en français par la notion de politique. Mauvaise traduction, il aurait fallu dire le concept du politique. Voilà 3 sommets, en quelque sorte, plus d'autres ouvrages, le gardien de la Constitution, la dictature, l'évolution vers un concept discriminatoire de guerre, la critique de l'évolution vers un concept discriminatoire de guerre, la théorie du partisan, qui est quand même
un monument, enfin, l'un des premiers ouvrages qui théorise la guerre irrégulière et la contre-guerre irrégulière, donc qui a son intérêt. Voilà. Donc, une production assez diversifiée. Il est juriste, il est politiste, philosophe, historien, théologien. Ça paraît très éclaté, mais je dirais qu'il y a deux choses à retenir. Et je passe maintenant à Schmitt, théoricien de l'hostilité. Schmitt, figure duale, prussien catholique, catholique prussien. Il fera l'apologie, il écrira un élogium sur l'Église catholique. Il sera le juriste de l'armée. C'est les deux institutions qui ont marqué Schmitt, l'armée prussienne, l'armée allemande, et puis l'Église catholique romaine. C'est un penseur de l'institution, Schmitt, fondamentalement. Et pour lui, les deux plus grandes institutions de l'Occident, c'est l'Église romaine et puis l'armée prussienne. C'est pas facile à combiner, hein. C'est pas facile à concilier. Alors il y a deux Schmitt, donc disais-je. Il y a le théologien politique et il y a le juriste politique. Voilà, je dirais les deux axes, quand on y réfléchit un petit peu. Et au centre de ces deux axes, eh bien, nous avons la théorie de l'hostilité. La théorie de l'hostilité, c'est ce qui peut-être constitue le fil conducteur de la pensée de Schmitt, aussi bien du côté du droit que du côté de la science politique. Et théoricien de l'hostilité, parallèlement au fait, je vous le rappelle, que Schmitt, il est connu pour cela, dans le monde juridique en tout cas, il a été le théoricien du droit de crise. Schmitt, c'est le théoricien des pouvoirs d'exception et du droit d'exception. Et je rappelle que ses premiers travaux, parmi ses premiers travaux, publiés lorsqu'il était sous-officier à Munich, ont été consacrés à l'état de siège, qui voit donc la concentration des pouvoirs de police dans les mains de l'armée, différentes restrictions, différentes prérogatives. Je n'entre pas dans les détails juridiques ou judiciaires, mais ses premiers travaux, comment dirais-je, vraiment engagés, c'est en tant que sous-officier qui écrit sur l'état de siège et qui est chargé de gérer l'état de siège à Munich. Voilà donc le point. Alors, chez Carl Schmitt, la relation d'hostilité, la relation ami-ennemi, c'est une relation. Ce n'est jamais univoque, l'hostilité. C'est toujours dialectique. Eh bien, c'est le critère du politique. Nous le verrons tout à l'heure, aussi bien la politique intérieure que la politique internationale. La figure de l'ennemi, elle est aussi bien intérieure que internationale. Chez Schmitt, l'ennemi principal, cela est assez connu, c'est le communisme. En particulier le marxisme en général. La combinaison de l'ennemi intérieur et de l'ennemi international, c'est l'ennemi transnational. Et effectivement, pour prendre l'exemple caractéristique, c'est le Comintern. C'est la section allemande de l'international communiste, le Parti communiste d'Allemagne, et puis l'URSS derrière. C'est ça l'ennemi principal. Pendant un certain temps, des années 1920 jusqu'à 1936, ensuite, Carl Schmitt, il se tait sur l'URSS et sur le communisme. Il ne reprend son anticommunisme qu'après 1950. Et ce qui est frappant, c'est que de 1937 à 1945, l'ennemi pour Schmitt, ce n'est plus tellement le communisme russe, c'est les puissances maritimes anglo-saxonnes. C'est ça qui est frappant. Et donc ce qui est frappant chez ce personnage qui cultivait l'apologie de la décision, Schmitt c'est un décisionniste, la décision tranchée, etc. Eh bien, ce qui est frappant, c'est aussi un autre trait de son caractère. Quelqu'un qui fait l'apologie de l'armée, mais qui n'a pas été sur le front, qui était à l'arrière. Eh bien, c'est quelqu'un qui a hésité entre les deux ennemis. Il n'a pas tranché, Schmitt. Ce qui est frappant chez lui, c'est son indécision entre l'Est et l'Ouest. Où est l'ennemi principal? Le communisme russe ou les anglo-saxons? En 1938-1945, y compris donc durant la terrible guerre germano-soviétique, il n'y a pas une ligne chez Schmitt sur l'URSS. C'est la puissance maritime, c'est les rapports terre-mer qui sont au centre de ses préoccupations. D'accord ? Et personnellement, lorsque j'ai fait ma thèse sur Schmitt, j'ai découvert effectivement toute une dimension maritime, toute une thalassopolitique, pour parler comme Julien Freund, qui m'a fait m'intéresser effectivement à tout cela. Bien. Donc un continental, vous voyez, qui s'intéresse à la puissance maritime. C'est tout à fait frappant. Alors, théologien politique et juriste politique, deux choses donc, qui font que Schmitt balance en quelque sorte. Le théologien politique, que nous dit-il, le théologien politique? Il nous dit que l'hostilité est le destin de l'humanité. Le destin politique. La politique, chez lui, c'est la relation ami-ennemi. Tout à l'heure, j'expliquerai. Bien. Et je ne peux m'empêcher de citer la fameuse formule de Schmitt, théologien politique. C'est à l'origine des temps que se situe la relation ami-ennemi, et je cite Carl Schmitt, la formule est fameuse.
Allez, théologien politique, Adam et Ève avaient 2 fils, Caïn et Abel. Le fratricide, vous connaissez. Ainsi commence l'histoire de l'humanité. Oui, un destin, n'est-ce pas? Bien sûr qu'entre groupes humains, l'hostilité, elle peut être limitée ou elle peut être absolue. Nous avons l'ennemi conventionnel et puis l'ennemi total, en quelque sorte. Et Schmitt a pensé ces 2 types d'ennemis. Bien. Alors, le théologien politique nous dit que l'hostilité peut être absolue. Et effectivement, Schmitt citait il aimait à citer 2 grands moments de grande politique, de politique à son intensité la plus absolue, en quelque sorte, qui correspondaient à des moments d'hostilité irrémissible. Schmitt aimait à citer la lutte entre l'Espagne des Habsbourg et l'Angleterre de Cromwell. Autrement dit, il faisait allusion aux guerres de religion, entre la contre-réforme catholique et la réforme protestante. Pour lui, c'était un moment extrêmement fort, et à juste titre. C'est vrai que dans l'histoire de l'Occident, les guerres de religion, c'était quelque chose de tout à fait fondateur. Bien. Vous voyez l'aspect religieux. Bien. Et tout à l'heure, je vous l'évoquais, Schmitt, il aurait pu, comme guerre inexpiable, hostilité irrémissible, il aurait pu parler de la guerre germano-soviétique de 1941-1945. Guerre qui a monté aux extrêmes. Guerre très complexe. Mais enfin, qui a monté aux extrêmes. Bien. Mais je vous le disais, c'est l'absence qui est frappante chez Carl Schmitt. Il n'y a pas une ligne sur cette guerre. Schmitt, entre guillemets simplement, de 1939 à 1945, lorsque l'Allemagne conquiert l'Europe avec ses partenaires et différents collaborateurs, il nous dit que l'Allemagne fait quitter l'Europe du monde des États pour faire accéder l'Europe au monde des empires, le Großraum, le grand espace. Mais autrement dit, Schmitt tirait les conséquences de la conquête allemande du continent, Großraum, grand espace, empire, Reich, mais il n'y avait pas plus d'écrits, vous voyez, sur la Seconde Guerre mondiale. Uniquement le rapport terre-mer, les Allemands, les Anglo-Saxons. Et ses premiers travaux sur ce rapport terre-mer, c'est un article sur la guerre sous-marine, un article de 1937, sur les incidents sous-marins en Méditerranée à l'époque de la guerre civile espagnole entre l'Italie et l'Union soviétique. Là, c'est une absence de taille. Schmitt, sans aucun doute, il y a 20 ans que je l'ai démontré, était judéophobe. Le terme judéophobie me permettant de montrer une espèce d'oscillation entre l'antijudaïsme chrétien et l'antisémitisme racial. Mais pour autant, chez Carl Schmitt, il n'y a pas une ligne sur le judéo-bolchevisme et par conséquent sur l'anti-judéo-bolchevisme. Il n'y a pas un mot sur, vous voyez, une absence considérable sur quand même, je rappelle, la Seconde Guerre mondiale, pour l'essentiel, vu de France, c'est quand même peu connu, mais enfin, vu les effectifs et la mortalité, nous sommes tous d'accord que c'est une guerre germano-soviétique. Le front principal, il est à l'Est, et de très loin. C'est massif. Il n'y a pas une ligne chez Carl Schmitt. C'est une énigme dans son œuvre. Voilà. Alors peut-être faut-il... Je me suis contenté de l'œuvre publiée de Schmitt, en différentes langues, évidemment. J'ai dû traduire en allemand, de l'allemand au français. À l'époque, Schmitt était peu traduit. Il était déjà traduit en italien, en espagnol, donc c'est des langues plus faciles d'accès. Un peu en anglais, autrement évidemment en allemand, mais en allemand, il fallait aller à Strasbourg pour trouver les articles de Schmitt des années 33-45, qui même encore aujourd'hui sont peu traduits. Et je suis allé là-bas il y a plus de 20 ans, j'ai sorti du placard, ça faisait 40 ans qu'ils n'étaient pas sortis de leur placard, ces textes-là. C'était assez frappant. Donc, théologien politique... l'hostilité absolue, mais le juriste politique, et Schmitt était juriste, et qui a beaucoup travaillé sur les guerres de religion, justement, dont l'Allemagne était l'épicentre. L'Allemagne était ravagée par les guerres de religion, comme vous le savez. Mais le juriste politique, donc par conséquent, lui, il nous rappelle que la lutte contre l'ennemi, il y a 2 choses. Elle requiert des pouvoirs d'exception et un droit d'exception. En temps de paix, des régimes de police aggravés. État de siège. En France, nous avons l'état d'urgence, nous avons l'état de défense. Pour lutter contre l'ennemi en temps de paix, nous avons des régimes de police aggravés. Et puis en temps de guerre, pour lutter contre l'ennemi en temps de guerre, nous avons le droit des conflits armés. Schmitt était juriste. D'accord ? Droit des conflits armés, ce qu'on appelait hier le jus in bello, ce qu'on appelle aujourd'hui, terme euphémisé, le droit international humanitaire. C'est un peu trompeur l'expression, n'est-ce pas ? Bien.
Donc voilà, en quelque sorte. L'ennemi, effectivement, existe en temps de paix. C'est tout à fait possible. Hein. La relation d'hostilité, elle ne débouche pas toujours sur la guerre. C'est même assez rare. On n'ose pas aller jusqu'à la guerre. Hein. Et pourquoi pas, l'antagonisme peut être résolu par négociation, ou par l'arbitrage d'un tiers. Ou bien l'antagonisme peut se poursuivre, se perpétuer, sans qu'on passe à la violence armée. C'est tout à fait possible. Bien. Mais effectivement, l'ennemi, c'est ça, je dirais, la figure périlleuse qu'est l'ennemi. L'ennemi, effectivement, implique la possibilité de passer au temps de guerre. L'ennemi a une relation avec la guerre. L'ennemi, l'hostilité, c'est le présupposé de la guerre. Et la guerre est une mise en œuvre de l'hostilité, par l'emploi de la force armée. Emploi qui, si l'autre ne résiste pas, il n'y a pas de guerre. Il y a une occupation, il y a une conquête, il y a un anéantissement. Si l'autre résiste, il y a guerre. La guerre, c'est un duel. La relation ami-ennemi est un duel, la relation de guerre est un duel. Duel devant des tiers, les tiers qu'on appelle les neutres en droit international. Bien. Alors c'est tout ça que Schmitt a plus ou moins développé. Bien. Alors, quelque part, vous comprenez, le juriste politique vient tempérer le théologien politique. Et au fond, que nous dit Schmitt? Relation. C'est pour ça qu'il faut bien prendre garde à cela. C'est pas forcément nous qui désignons l'ennemi, c'est l'ennemi qui nous désigne. C'est pas univoque. Hein. Nous, en Occident, on voudrait ne plus avoir d'ennemis. C'est très désagréable d'avoir un ennemi. Ça nous empêche de jouir des bienfaits tranquillement de la société d'abondance. Parce que l'ennemi, il y a toujours le risque, effectivement. Qu'est-ce que c'est que l'ennemi? C'est quelqu'un qui s'arroge le droit de nous frapper. Et nous-mêmes, quand nous désignons l'ennemi, si nous passons au temps de guerre, nous nous arrogeons le droit de frapper. Normalement, en temps de paix, on n'a pas le droit de nuire à autrui. En temps de guerre, on a le droit de nuire à l'ennemi, et y compris tuer le combattant en armes. Donc forcément, l'ennemi, ça introduit une insécurité structurelle, un risque structurel. C'est très désagréable, l'ennemi. Mais ce n'est pas forcément nous qui désignons. L'autre peut nous désigner. Et s'il nous désigne, soit on se laisse faire, soit on rétorque. C'est le mimétisme. Remarquait ou déplorait René Girard. Bien. Alors par conséquent, le juriste vient tempérer le théologien parce que Schmitt n'a eu de cesse de dénoncer la conception, l'évolution de la conception discriminatoire de l'hostilité et de la guerre, qui transforme la relation ami-ennemi en relation du bien face au mal. Ça, c'est fondamental chez lui. Cette position, évidemment, est très politique. Schmitt, il est juriste allemand, il veut défendre l'Allemagne face aux accusations proférées par les Alliés en 18 comme en 45. L'Allemagne est coupable, l'Allemagne c'est le mal. Et je rappelle que Schmitt étant à Munich en 15-18, Schmitt voit la propagande alliée contre la monarchie allemande, la monarchie militaire allemande. Et il voit la propagande alliée qui dit c'est la der des der, c'est la guerre contre le militarisme allemand, et quand ce militarisme allemand sera détruit, il y aura la paix éternelle. Pour Schmitt, ça l'indigne, ça, parce que c'est ridicule, effectivement. D'accord? Donc ça, c'est très important, vous voyez. Le théologien politique est barré par le juriste. Ami, ennemi, pas bien, mal. Et c'est pour ça que je voulais rebondir, chers amis, sur l'intitulé de ce colloque, qui me fait très plaisir. Et là, j'ai été chagriné. La géopolitique du mal, la construction de l'ennemi. Moi, j'aurais mis point virgule, car il faut différencier ennemi et mal. Même si souvent, effectivement, Pierre Conessa le rappelait hier après-midi, dans nos démocraties, pour justifier la guerre, il faut présenter l'ennemi comme étant le mal. Mais ça, c'est un biais, cela. D'accord? L'ennemi n'est pas forcément le mal. Et le mal n'est pas forcément notre ennemi. Seconde Guerre mondiale, Staline, c'est le bien? Pas sûr, hein? Mais on a besoin de lui pour vaincre Hitler. Et c'est pas un ennemi, Staline, en 41-45. Donc voilà, ennemi et mal, c'est deux catégories différentes. Éthique, politique, selon Schmitt. Et c'est vrai que le théologien politique Schmitt, avec cette idée de l'hostilité absolue, c'est sûr que l'ennemi absolu, il ressemble au mal. Mais le théologien politique est barré par le juriste politique. C'est ça qui est frappant. Figure duale qu'est Carl Schmitt. D'accord? Et puis de toute façon, pour terminer ce deuxième aspect, avant de voir les éléments saillants de cette théorie, le juriste, c'est très simple.
on peut, comment dirais-je, assimiler l'ennemi au mal. Dans la rhétorique, c'est possible. Ça n'a aucune conséquence juridique, figurez-vous. Bien sûr que le droit est transgressible et transgressé. C'est l'essence même de la règle que d'être violable. Bon. Mais le droit fournit des repères. Et je vais vous dire, c'est très simple. Existe en droit international un droit des conflits armés. Que vous considériez l'ennemi comme un alter antagoniste ou que vous le considériez comme le mal absolu, aucune importance. Les mêmes règles s'appliquent. Daesh, c'est peut-être l'ennemi absolu. Qu'est-ce que ça peut faire? Pour lutter contre lui, on doit utiliser des moyens, des armes, des méthodes licites. Si on capture des gens de Daesh, on ne va pas les torturer ni les exécuter sommairement. Ils seront traités en prisonniers de guerre ou bien en détenus politiques, ils seront poursuivis judiciairement, ils ont droit à un procès équitable. L'ennemi ne laisse pas d'être un homme. L'ennemi a droit à un traitement humanitaire parce qu'il est humain. Attention, un combattant ennemi, on a le droit de le tuer, pas de souci. Sans sommation, violence proactive, c'est ça la violence du temps de guerre. En temps de paix, la police ne peut utiliser qu'une violence réactive, sauf circonstances extrêmes. C'est toute la différence entre la police et la guerre. La police, c'est normalement des sommations. Et donc, l'individu en face, il peut sauver sa vie. La guerre, il n'y a pas de sommation. Nos pilotes de Rafale, ils ne lancent pas de sommation à ceux qu'ils visent avec leurs missiles. C'est pas possible. D'accord? Un policier, sauf circonstances exceptionnelles, et d'ailleurs c'est prévu dans des textes des Nations Unies, il doit faire sommation. L'arme légère du policier s'y prête, l'arme lourde du soldat ne s'y prête pas. Voilà, objectivement. D'accord? Donc là, quelque part, notre civilisation est juridique et non pas théologique. Par conséquent, la rhétorique du mal n'a aucune conséquence juridique. L'ennemi a droit à un traitement humanitaire. Voilà. Et c'est notre intérêt même que de le lui accorder. Notre intérêt. Voilà donc pour Schmitt, si vous voulez, l'axe figure duale avec un axe fondamental, la théorie de l'hostilité. Alors, quelques éléments saillants pour terminer de cette théorie de l'hostilité. L'ennemi, critère, la relation d'hostilité, critère du politique. C'est ça qui est l'essentiel. Pas fonction du politique. Pas fonction du politique. Schmitt n'a jamais dit ça. Critère du politique. D'accord ? Et j'explique aussitôt. La politique, c'est pas un domaine. Et donc, la politique, c'est pas une instance. Hier après-midi, les débats étaient passionnés, c'était très politique. Il y avait la politique ici, hier après-midi. La politique, c'est pas réservé aux dirigeants. Faut pas confondre appareil d'État et politique. Et ça, ici, Schmitt est intéressant. Donc, où est-ce que Schmitt a développé sa théorie de la relation ami-ennemi comme critère du politique? C'est dans les éditions successives de son ouvrage, traduit en français par la notion de politique. La traduction était mauvaise. Le concept du politique eût été la bonne traduction. Alors que nous dit Schmitt, de 1927 à 1933, au fil des rééditions successives de l'ouvrage, et jusqu'en 71, Schmitt reviendra sans arrêt là-dessus, c'est dire si ça traverse son œuvre, de 27 à 71, effectivement. Eh bien, il nous dit que la politique, c'est pas un domaine, c'est pas une instance. C'est le degré d'intensité d'une association ou d'une dissociation. Relation ami-ennemi. Relation ami-ennemi. D'où par conséquent, vous l'aurez compris, l'ubiquité du politique. Le politique, il peut surgir de partout. Dès lors qu'il surgit, au moins potentiellement, un antagonisme, une relation ami-ennemi. Rarement, cette relation va jusqu'à la guerre. Rarement. Rarement, on passe à l'emploi de la force armée pour contraindre l'autre à défaut de l'avoir convaincu. Bien. La politique, vous voyez, la politique, effectivement, c'est partout, ça traverse tout, en quelque sorte. La politique peut surgir à partir de tout domaine. C'est le degré d'intensité d'une relation d'hostilité montante, en quelque sorte. Et c'est pour ça que la politique, ce ne sont pas seulement les rapports entre États, qui sont des rapports amis-ennemis, d'amitié, d'hostilité, mais pourquoi pas au sein d'un État, la politique. Et effectivement, au sein d'un État, il peut y avoir des rapports amis-ennemis. D'accord ? Et Schmitt, effectivement, vous l'aurez compris, pointait tout spécialement le marxisme. Le marxisme, pour Schmitt, est hautement politique. La lutte des classes, c'est la politique intérieure. Dès lors que le marxisme désigne un ennemi intérieur qui est la bourgeoisie,
Bah, ma foi, il y a une espèce de contre-désignation vis-à-vis du marxisme. Donc la politique, ce n'est pas que les rapports entre États, mais aussi au sein d'un État. Donc la politique est partout virtuellement. Il suffit que surgisse, vous voyez, un antagonisme. Bien. Deuxième élément saillant, le rapport entre la politique et l'État. La politique et l'État. Je rappelle donc que le noyau du politique pour Carl Schmitt, c'est la relation ami-ennemi. La décision politique par excellence, c'est la désignation de l'ennemi. Et cette décision peut être opérée pas seulement par des dirigeants d'État, mais par tout chef insurrectionnel. La politique, c'est pas le monopole des dirigeants. Bien. Schmitt préférait que la politique soit le monopole de l'État pour éviter la guerre civile. Bien. Mais Schmitt se rendait bien compte que la politique, effectivement, donc il citait le marxisme, le communisme en particulier. Bon, d'accord. En revanche, ce qui est frappant, le noyau du politique, c'est la relation ami-ennemi. Le noyau de l'État, Schmitt était obésien, c'est la relation de protection et d'obéissance. La fonction étatique, par excellence, c'est l'instauration de la sécurité. Mais le rapport politique et puis État, c'est différent. D'accord ? Différence, vous voyez, entre décision politique et fonction étatique. Le lien maintenant, c'est qu'effectivement, les attributs de l'État, tels le droit de punir et le droit de guerre, dérivent, vous l'aurez compris, du politique. Et pour Carl Schmitt, un État est souverain tant que, effectivement, est souverain réellement à l'intérieur, tant que, effectivement, le gouvernement, avec ou non le Parlement, monopolise la désignation de l'ennemi. Si d'autres instances se mettent à désigner l'ennemi, en quelque sorte, l'État perd sa souveraineté réelle et surgit la possibilité d'une guerre civile. Effectivement, c'est cela le problème. Alors je cite Carl Schmitt, sa fameuse formule, la tâche d'un État normal est de réaliser une pacification à l'intérieur du territoire, de manière à créer une situation normale qui est la condition nécessaire pour que les normes du droit soient reconnues, étant entendu que toute norme présuppose une situation normale. Il y a ici toute une dialectique. D'accord ? Mais, ajoutait-il, cette tâche de la pacification peut amener l'État, lorsque la situation est critique, je cite Schmitt, à désigner l'ennemi intérieur. Effectivement, tout cela est extrêmement périlleux. Vous l'aurez compris. Bien. Voilà donc pour ce rapport tout à fait frappant, vous voyez, entre le politique et puis l'État. Troisième élément saillant, je m'arrêterai ici, l'ennemi et la guerre. L'ennemi et la guerre. Alors que nous dit Schmitt sur l'ennemi et la guerre, Schmitt ne nous dit pas que la guerre est l'objectif, la finalité, la substance des rapports politiques. Il nous dit, Schmitt, que la guerre est l'horizon du politique en tant qu'ultima ratio de la relation d'hostilité. Et je cite ici Schmitt, ce sera la conclusion. Les choses ne se présentent nullement comme si l'existence politique n'était qu'une guerre et chaque acte politique une opération militaire. Comme si la décision politiquement bonne ne pouvait pas être celle qui précisément évite la guerre. La définition que nous donnons ici du politique, disait Schmitt, je le cite, n'est ni belliciste ni militariste. Elle n'est pas davantage une tentative de présenter la guerre comme un idéal. Bon, les choses sont claires quand même. Bien. Et, ajoutait Schmitt, rien ne permet de justifier la guerre si ce n'est la nécessité vitale de maintenir notre propre forme d'existence collective face à une négation tout aussi vitale de cette forme d'existence collective. Autrement dit, ce n'est que s'il existe réellement des ennemis, au sens politique du terme, qu'il est logique, d'une logique exclusivement politique, de lutter contre eux par l'emploi de la force armée. Et une guerre a un sens quand elle est dirigée contre un ennemi véritable. C'est ça. Mais effectivement, c'est l'ultima ratio. C'est lorsque, comment dirais-je, à défaut d'avoir convaincu l'autre, il faut le contraindre. Bon, c'est ça, en quelque sorte. Et le théologien politique était barré par le juriste politique. Schmitt connaissait pertinemment les éléments du droit d'exception, qu'il s'agisse de régime de police aggravé ou carrément le ius in bello, droit des conflits armés. L'ennemi ne laisse pas d'être un homme. Voilà. Voilà, si vous voulez, donc, ce que je voulais vous dire sur Schmitt.